Bonjour à tous. Ce matin, nos débats vont porter sur l'état des relations entre le Bénin et le Niger. Vous le savez, les frontières sont fermées depuis un peu plus d'un an maintenant. Comment est-ce que la situation évolue? Quels sont les éléments importants à retenir et quelles sont les perspectives par rapport justement à l'évolution des choses? Eh bien, ce sont les questions auxquelles nous allons trouver des solutions, enfin des réponse, pardon, tout à l'heure lors de nos discussions qui seront introduites par le commentaire de Franck Kaounou, le commentaire intitulé Ouverture des frontières, le cadeau de fin d'année de Patrice Talon. C'est un point d'interrogation. Nous sommes lundi matin, vous connaissez les rubriques spéciales à cette journée. On aura le rappel des informations ces 7 derniers jours au Bénin qui ont fait l'actualité relayée par la rédaction de Canal 3 Bénin. Bénin en 7 jours, ce sera une œuvre de Idriss Boukari comme à l'accoutumée. Nous aurons en fin d'émission la revue de presse, ce sera signé à Siongo Kanyi. À Siongo, entre ces rendez-vous justement, on aura suivi l'actualité des sports avec Candide Ronreto et puis le magazine de la journée. Bienvenue à tous. Et nous voici donc pour le premier rendez-vous de ce matin. C'est la une des journaux qu'on va ouvrir avec Fraternité, la clôture de la phase pilote du projet Africa Digital Campus, la résilience des systèmes d'éducation dans l'enseignement supérieur en débat, suspension des activités de Nyangou et de Gozem, un réveil salutaire, maintenir la veille pour la sécurité des populations, remise de cartes d'égalité de chance aux personnes handicapées au Bénin. Le gouvernement honore sa promesse et puis infrastructures socio-communautaires. À Dangbo, le maire Maodo Djossou était sur le terrain. Conflits et extrémisme violent dans les communes frontalières. Louis Vlavonou lance un atelier sur la question. Nous passons à Dynamisme Info. Prétendue subvention de Noël accordée par Patrice Talon. Tant pis pour ceux qui tomberont dans le piège des anarcheurs. Palmarès, journée internationale de lutte contre la corruption, la jeunesse comme rempart et solution dans le futur. Décryptage info, consommation HPC, une légère hausse des prix en novembre 2024 au Bénin. Nous sommes avec l'événement précis, évaluation des projets financiers à Porte Nouveau par l'Union européenne, des ambassadeurs européens descendent sur le terrain. Le potentiel police républicaine, Alassane Seydou, un propos stigmatisant signalé sur les ex-policiers. Libération, aide au développement 2025-2027, plus de 112 milliards de francs CFA pour le Bénin. La priorité, respect des droits de l'homme, respect des droits humains, pardon, halte aux violences faites aux femmes et aux filles. L'investigateur pour continuer à emploi au Bénin, recrutement d'un conducteur de véhicules dans le secteur maritime. Le Béninois libéré, réseaux sociaux, affaires web, de web influenceurs et développement au Bénin. Richard Flash appelle à une prise de conscience de la jeunesse. Voici le matinal chez vous à présent. Exercice illégal d'activité de transport urbain, Yango suspendu, Gozema sous ultimatum. Le Soleil Bénin Info, célébration des journées nationales et internationales de lutte contre la corruption, la jeunesse, la cible du HCPC au Bénin. La nouvelle gazette Aboumé Kalavi, un grand village de Noël installé pour les enfants à Djadjo. Les quatre vérités à présent, vaccin contre la rougeole et la rubéologue au Bénin du 9 au 15 décembre prochain. Les enfants de 5 à 59 mois concernés et c'est gratuit. Dabarou à présent, bitumage de la bretelle Kota Kwandé. Kwandé et son roi disent merci à Patrice Talon. Gouvernance sous la rupture, Prime News Monde dit ceci, les démocrates devront éviter la posture du tout mauvais. Nous passons à Fraternité pour la deuxième lecture à présent, clôture de la phase pilote du projet Africa Digital Campus, la résilience des systèmes d'éducation dans l'enseignement
supérieur en débat, suspension des activités de Yango et de Gozem, un réveil salutaire, maintenir la veille pour la sécurité des populations, remise des cartes d'égalité de chance aux personnes handicapées au Bénin. Le gouvernement honore sa promesse, infrastructure socio-communautaire à Dango, le maire Maodo Djossou sur le terrain et puis conflits et extrémisme violent dans les communes frontalières du Bénin. Louis Vlavo nous lance un atelier sur la question. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. On va rapidement passer au bulletin d'information avec Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Dans les titres du bulletin d'information, les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre qui se poursuivent au Bénin. La dynamique échappe, portée par Christelle Rondonogbo Alioza, était au lycée Tofa 1er à Porto Novo. Elle a essentiellement échangé avec les jeunes filles sur l'élimination des violences faites aux filles et aux femmes. Nous ferons le point tout à l'heure. Et puis, Oscar des meilleures associations sportives du Bénin, le ministère des Sports a mis en lumière le potentiel des jeunes de tous les départements. Les meilleures associations assorties de bons projets sont réparties avec des chèques. Vous aurez aussi des détails à ce propos. Voici le bulletin. On va démarrer ce bulletin d'information avec cette information concernant les membres du système ouest-africain d'accréditation qui ont tenu la semaine écoulée les réunions de gouvernance de l'institution. Ces rencontres de Cotonou s'inscrivent dans le cadre de la délocalisation des réunions de la SOAC vers ces États. Elles se sont déroulées dans les locaux de la Chambre d'industrie et du commerce du Bénin avec la participation des délégués des laboratoires, organismes d'inspection de tous les pays membres. Compte rendu. Passerelle ouest africaine pour la santé et la sécurité des consommateurs et le développement du commerce international. Le système ouest africain d'accréditation débarque à Cotonou. Les laboratoires, organismes d'inspection et organismes de certification qui opèrent dans les 8 pays membres s'offrent un séjour de 3 jours à Cotonou en vue de la tenue de l'Assemblée générale et des réunions connexes de gouvernance 2024 du SOAC. C'est l'occasion donc pour ces différents acteurs ici réunis d'examiner, revoir et valider les documents stratégiques. Toujours est-il qu'on est dans un processus d'évolution, mais on a été assez limité par les textes jusque-là que nous appliquons par rapport au fonctionnement du SOAC. Et je pense qu'il y a des recommandations et résolutions fortes qui vont sortir de l'AG avec l'appui éclairé de la commission de l'UOMA, que nous saluons également pour sa participation active à ces réunions de gouvernance, pour qu'on puisse arriver à un statut qui nous permettrait déjà de sécuriser le personnel. Un personnel assez jeune, pas nombreux, qui abat un travail extraordinaire de manière quand même volontaire d'une certaine manière, mais qu'on ne garantit pas une certaine sécurité de carrière, et tout cela, on est freiné par le statut. De façon spécifique, il s'agira entre autres de présenter et valider le rapport sur le management des risques, les statuts et le règlement intérieur modifié, et surtout le programme d'activité et le budget prévisionnel 2025. Tout ceci avec pour finalité d'assurer la santé et la sécurité des populations et d'accompagner le développement économique et social à travers la promotion des biens et services produits localement et destinés au marché d'exportation. Mon département ministériel restera attentif à toute mesure allant dans le sens de cette consolidation du SOAC, car elle renforce tout notre dispositif d'évaluation de la conformité, en particulier notre toute nouvelle autorité. Pour finir, je voudrais réitérer l'engagement du Bénin à renforcer le SOAC, ce maillon essentiel et central de l'infrastructure qualité béninoise et ouest-africaine qui appuie à tirer nos économies vers le haut. Le président de la commission de l'UOMA est donc engagé à appuyer le SOAC pour relever les défis auxquels il est confronté par la mise en place au sein de la commission d'un groupe de réflexion pour l'examen des questions relatives à sa pérennisation. Au cours de cette cérémonie d'ouverture, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et son ministère de tutelle ont été remerciés par le SOAC à travers des trophées. Aussi, certains laboratoires et organismes d'évaluation et d'inspection de la conformité du Bénin, du Mali, du Burkina Faso et du Sénégal ont reçu leur accréditation
qui permet de reconnaître leurs compétences et de les faire valoir sur le plan international. Direction dans le département du Plateau, dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, notamment celles faites aux femmes et aux filles. La dynamique CHA conduite par Christelle Rondon-Alioza était avec les jeunes filles du lycée Tofa 1er de Porto Novo. La sensibilisation sur la thématique, mais également sur le cancer du sein, ont meublé les échanges entre les élèves et les membres de la dynamique CHA. Emma Rodon. Toujours dans la bonne ambiance, Christelle Rondonoubo-Alioza de la Dynamique CHA continue d'aller à la rencontre des jeunes filles pour leur parler de sujets liés à leur émancipation. Ici au lycée Tofa 1er de Porto Novo et dans bien d'autres établissements, il était question de sensibiliser la jeune fille sur son hygiène corporelle, les violences basées sur le genre et le cancer du sein. C'est à bas âge qu'on apprend l'hygiène corporelle. Et donc, on parle de l'hygiène corporelle avec les jeunes filles qui vous permet d'être en bonne santé. On parle avec les jeunes filles de l'hygiène menstruelle. Comment vous gérez vos menstruations? Est-ce que vous mettez bien vos couches? Est-ce que vous maîtrisez vos périodes de menstruation? Est-ce que vous parlez avec vos parents? Est-ce que quand vous avez vos menstrues, votre maman qui est à la maison sait que vous êtes en menstruation? Vous êtes ici. Et vous êtes dans un lycée où il n'y a que des jeunes filles, nous nous sommes dit que nous devons nous porter vers vous et venir parler du cancer du sein avec vous et parler aussi des violences faites aux femmes et aux filles. À l'école, il y a les violences faites aux filles. Heureusement, vous êtes plus ou moins épargnés des violences de vos camarades garçons, puisqu'il n'y en a pas ici. Mais ici, il y a des enseignants qui sont hommes. Oui ou non? Il y a des enseignants qui sont hommes. Et donc, il peut avoir, je n'ai pas dit qu'il y a harcèlement ici, hein. Il peut en avoir. Et quand il y aura harcèlement ici, qu'est-ce que vous devez faire? C'est quoi les dispositions que l'État béninois a prises pour qu'on protège la femme et qu'on protège les jeunes filles? Très attentives aux différentes explications, les jeunes filles sont sorties de cette séance avec la dynamique CHA, avec beaucoup d'informations utiles pour leur bien-être. Moi, j'ai retenu que quand je vois par exemple quelqu'un qui fait la violence aux femmes, je pourrais censurer à des autorités. Concernant le cancer de sein, c'est que quand je finis mes règles, 6 jours après, je dois palper mes seins. Il y a 3 formes méthodes de palper, une méthode verticale et une méthode circulaire. Si je finis ça 3 mois, je dois aller chez des médecins pour savoir s'il y a des problèmes ou s'il n'y a pas de problème. Il y en a beaucoup de violences. Par exemple, il y a la violence économique, il y a la violence physique. Donc, pour le cancer de sein, j'ai encore retenu beaucoup d'exemples. Par exemple, quand je vais finir mes règles, je sais comment il faut contrôler mes seins s'il n'y a pas de boule dedans. Il y a 3 étapes pour contrôler s'il n'y a pas de boule dans mes seins. Et l'appel à lancer, c'est qu'il faut continuer la sensibilisation, comme le fait déjà la dynamique CHA. Il urge que les jeunes filles du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient véritablement informées sur ces violences-là et comment prévenir ces types de violences. Avec cette descente au lycée Tofa 1er de Porto Novo, la dynamique CHA vient de faire un pas de plus sur le chemin de la riposte contre les violences basées sur le genre et le cancer du sein. Les acteurs de la filière soja des 4 départements du Septentrion se sont donné rendez-vous à Parakou la semaine dernière pour discuter des enjeux de la prochaine campagne de commercialisation. C'était à la faveur d'un atelier d'appropriation du mécanisme de commercialisation de soja au titre de la campagne 2024-2025. Socrate Agantode et Epiphan Chabi.
Un souci certainement avec la technique. Avant la page sportive de notre matinale, retenez que le ministère des Sports, à travers la direction de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative, a mis en lumière le potentiel des associations des jeunes de tous les départements du Bénin. Par une célébration sobre, les meilleures associations assorties de bons projets sont reparties avec un chèque d'1 million pour les premiers, 500 000 francs pour les deuxièmes et 330 000 pour les troisièmes. Plus de détails dans ce reportage de Julie Cho et Moufid Sabo. Visage rayonnant de joie, ces jeunes venus de tous les départements ont été récompensés au mérite de leurs efforts par le ministère des Sports. Ils décrochent le titre des Oscars de meilleures associations et mouvements sportifs. Par des accords cadres avec le gouvernement, ils bénéficient des financements pour réaliser et concevoir des programmes et projets de leurs rêves. Il faudrait que nous continuions dans l'innovation parce que ce qui vient de se passer ce soir, ça sort de l'ordinaire. Vous venez d'encourager des jeunes qui, dans l'ombre, dans les arrondissements, dans les villages lointains, travaillent à longueur de journée, d'autres de façon bénévole ou à travers des projets et impactent leur communauté. Ils n'ont été jamais révélés au monde, mais vous venez de le faire à travers cette sobre cérémonie. Après évaluation et annotation du travail bien abattu, le jury a statué sur l'éligibilité de 3 associations par département avec des critères bien définis. 28 associations sur l'ensemble du territoire reçoivent alors l'approbation de ce comité qui donne le verdict final. Département de la Ligurie. Première, Bani ONG, qui totalise 870 points sur 1000. Deuxième, Centre de l'environnement et le développement local, CEDEL ONG, avec un point de 820 sur 1000. Les efforts du ministère à travers la direction de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative d'accompagner les jeunes dans des actions formelles portent ses fruits. Des programmes et projets ont été bien concoctés dans divers domaines pour faciliter l'insertion professionnelle de la jeunesse. Les appuis se feront plus dans l'anonymat, mais à travers une cérémonie comme celle-ci qui met en évidence et en lumière vos mérites, chers jeunes, et qui célèbre autrement l'excellence du mouvement associatif au Bénin. Des subventions annuelles, comme le disait tantôt le directeur, sont allouées aux associations de jeunes aux fins de financer leurs projets. Ainsi, elles pourront contribuer à pérenniser leurs actions sur le terrain et à développer de nouvelles initiatives. Excepté les associations qui ont fait carton plein, le Mono, le Zoo et les Collines ont été de mauvais élèves. L'entrepreneuriat des jeunes étant le cheval de bataille du gouvernement, le ministère renouvelle son engagement de poursuivre son accompagnement par des subventions. Tanguy, c'est la fin de cette session d'information. Merci pour la présentation du bulletin d'information. Passez une bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, voici l'actualité des sports. Candide, bonjour. Vous êtes là pour le point de l'actualité des sports. On va parler déjà pour commencer de la deuxième journée des interclubs de la CAF qui s'est déroulée ce week-end. On note fortunes diverses pour les différentes équipes participantes. Oui, Tanguy, on va commencer par la Ligue africaine des champions, bien entendu, notamment dans le groupe A, où l'équipe du MC Alger s'est imposée par un score de 2-0 à celle de Young Africain Al Hilal SC du Soudan s'est imposée par un score de 2-1 au tout-puissant Mazembe dans ce groupe A. Et puis à l'issue de cette deuxième journée, dans le groupe A, l'équipe d'Al Hilal SC du Soudan est en tête avec 6 points au compteur, donc avec
2 victoires consécutives, donc est en tête de cette poule, suivi du MC Alger qui compte 4 points après donc 2 journées de cette phase des groupes de la Ligue africaine des champions dans le groupe A. Le tout-puissant Mazembe vient en 3e position dans ce groupe avec 1 point au compteur, et puis Young Africain est bon dernier de cette poule avec 0 point au compteur. Dans le groupe B maintenant, 2 matchs déroulés pour 2 différents nuls de score. D'un but partout entre AS Menyama, bien entendu Union, et le Raja de Casablanca, et puis entre Asfa du Maroc et Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud. À l'issue donc de cette deuxième journée dans le groupe P, Asfa du Maroc est en tête du groupe avec 4 points au compteur, suivi de Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud avec 2 points au compteur. Même nombre de points au compteur pour AS Menyama Union qui compte bien entendu 2 points et vient en 3e position. Raja de Casablanca est bon dernier de cette poule avec seulement 1 point après 2 journées. Dans le groupe C maintenant, l'équipe de Orlando Pirates et celle d'Al Ahly FC d'Égypte se sont neutralisées par un score nul et vierge 1-0 pour la victoire du CRB Belouizdad d'Algérie devant le stade d'Abidjan de la Côte d'Ivoire. À l'issue de la deuxième journée dans le groupe C, l'équipe d'Al Ahly FC d'Égypte est en tête avec 4 points au compteur, un goal différentiel de plus 2, suivi de Orlando Pirates, deuxième du groupe avec 4 points au compteur, un goal différentiel de plus 1. L'équipe du CRB Belouizdad de l'Algérie est 3e de cette poule avec 3 points au compteur, puis l'équipe de la Côte d'Ivoire, bien entendu stade d'Abidjan, est bon dernier de cette poule avec 0 points au compteur. Dans le groupe D maintenant, pour finir avec la Ligue africaine des champions, Sagrada Esperança et puis l'Espérance de Tunis se sont neutralisés au bout d'un score nul et vierge. Même scénario entre Djoliba AC de Bamako et Pyramide FC d'Égypte. À l'issue de la deuxième journée dans le groupe D, Pyramide FC d'Égypte est en tête avec 4 points au compteur, suivi d'Espérance de Tunis avec également 4 points au compteur, un goal différentiel de plus 4. Sagrada Esperança est 3e de cette poule avec 1 point au compteur, un goal différentiel de moins 1. Même chose, sinon même point au compteur pour l'équipe de Djoliba AC de Bamako qui est dernier de cette poule D. On s'intéresse maintenant à la Coupe de la Confédération pour ce qui est de la deuxième journée de la phase des groupes déroulée hier. Dans le groupe A, l'équipe du CS Constantine d'Algérie s'est imposée par un score de 2-1 à l'équipe de Simba SC de la Tanzanie. Bravo de Marquis de l'Angola s'est imposé par un score de 3-2 au CS Sfaxien. Pour ce qui est du classement à l'issue de cette deuxième journée dans la poule A, le CS Constantine d'Algérie est leader avec 6 points au compteur, un goal différentiel de plus 6. Bravo de Marquis de l'Angola est deuxième de cette poule avec 3 points au compteur, même point au compteur pour Simba SC de la Tanzanie qui vient en 3e position. Le CS Sfaxien est 4e de cette poule avec 0 points au compteur, un goal différentiel de moins 2 après donc 2 journées déjà disputées. Dans le groupe B maintenant, Londa Soul bien entendu et le Stade Malien se sont neutralisés au bout d'un score nul d'un but partout, 3-1 pour la victoire de la Renaissance sportive de Berkane du Maroc bien entendu devant Stellenbosch. À l'issue de la deuxième journée dans le groupe B, la Renaissance sportive de Berkane est en tête avec 6 points au compteur. Le Stade Malien vient en deuxième position avec 4 points au compteur. Londa Soul est 3e de cette poule avec 1 point au compteur et Stellenbosch FC est le dernier de cette poule avec 0 point au compteur. Dans le groupe C, l'équipe de Orapa United et celle de ASEC Mimosa se sont neutralisées au bout d'un score nul et vierge. AS Sharaf du Sénégal et USM Alger, bien entendu de l'Algérie, se sont aussi neutralisés au bout d'un score nul et vierge. USM Alger est en tête de cette poule après donc 2 journées avec 4 points au compteur, un goal différentiel de plus 6, suivi de ASEC Mimosa, deuxième de cette poule avec 4 points au compteur également et un goal différentiel de plus 2. SC Sharaf du Sénégal est 3e de cette poule avec 1 point au compteur, puis Orapa United est dernier de cette poule avec donc 1 point au compteur. Dans le groupe D maintenant pour finir, Black Bulls et puis AS Masri d'Égypte d'Algérie se sont neutralisés au bout d'un score nul d'un but partout, 2-2 également entre l'équipe de Enyimba SC du Nigeria et puis Zamalek d'Égypte. À l'issue de cette deuxième journée dans le groupe D, donc il faut dire que Zamalek est en tête avec 4 points au compteur, un goal différentiel de plus 2, suivi d'Al Masri d'Algérie avec 4 points également au compteur. Enyimba FC du Nigeria est 3e et puis Black Bulls
est quatrième donc de cette poule après donc 2 journées. On va prendre le rendez-vous pour la semaine prochaine pour la 3e journée de la phase des groupes. Et au plan national, la Ligue professionnelle de football du Bénin qui a abordé ce week-end la 11e journée de sa phase zonale. Un total de 17 matchs disputés sur les 18 programmés qui dans la poule A pour commencer. L'équipe de Dadia FC s'est inclinée sur un score de 0 but contre 2 devant l'équipe de Damisser FC de Ndali. Ponte FC de Djougou s'est imposé pour un score d'1 but à 0 dans son entre face à l'équipe de Banigonsé. À domicile, l'AS Takouné s'est imposé pour un score de 2 buts à 0 à l'équipe d'Espoir FC de Savalou. Dynamo FC de Parakou a été battu en déplacement à Boycon par l'équipe d'AS Tonnerre 1-1 entre le Promu-Bois et Abeille FC. Score nul et vierge entre Buffle FC de Parakou et Odu FC de Comé. Dynamique FC de Djougou s'est incliné sur un score de 0 but contre 1 face à l'équipe de Beki FC. Dynamo FC et Daboumé s'est imposé par un score de 2 buts à 0 à l'équipe de l'Autopopo puis Réa Sport et l'US Cavalier se sont neutralisés au bout d'un score nul d'1 but partout entre l'équipe de l'AS Cotonou et celle d'Aspac. Ça c'est dans la poule B maintenant. Il y a eu score nul d'1 but partout, 2 buts à 0 pour la victoire de l'AS Soumemap devant l'équipe de Aziza FC, bien entendu. 2-0 également pour la victoire de la jeunesse sportive de Ouida devant l'équipe de Adidja FC. 1-0 pour la victoire de Sitatonga devant la jeunesse athlétique de Ketou. 3-1 pour la défaite de l'AS Police devant l'équipe de Dragon FC de l'OME. 0 but contre 2 pour la défaite de Avrancourt Omnisport devant l'équipe de l'USS Kraké. 3-1 pour la victoire de Asvo devant l'équipe de Étoile Filante. Plus qu'on eut les vierges entre la jeunesse sportive de Pobet et l'équipe de Étoile Filante, bien entendu, de Godomé. La rencontre prévue entre Ayema FC et puis les requins de l'Atlantique n'a pas été jouée puisque les requins de l'Atlantique ne sont pas arrivés à Pobet qu'après 17h. Bien entendu, sur place, ils ont constaté que les arbitres et les joueurs d'Ayema FC fatigués d'attendre s'étaient déjà déshabillés. Bien entendu, s'apprêtant à quitter le stade. Mais il faut rappeler que le match aura finalement lieu ce lundi 9 décembre 2024 à 16h au stade Omnisport de Pobet. Ainsi en a décidé la Ligue de football du Bénin qui a jugé la situation ayant conduit au retard de l'équipe d'Awissi Ouassa de cas de force majeure, donc après analyse des différents arguments avancés par le club de Calavi. On va s'intéresser maintenant aux dames. On a eu 3 à la 2e journée de la première division féminine ce week-end. Dans la poule A, 5 matchs ont été joués. Score nul et vierge entre Asaba Football Academy et Ainovi FC, équipe championne en titre, bien entendu, qui est freinée après donc sa victoire d'entrée en compétition. UMSA s'est imposé pour un score de 2 buts à 1 à l'équipe de Espoir FC de Cotonou. C'est faux, cette inclination, score de 0 but contre 2 devant l'équipe de Nadia FC qui enchaîne avec une deuxième victoire consécutive. Dynamique FC d'Abomey Calavi s'est offert sa toute première victoire après donc sa défaite d'entrée en compétition face à l'équipe de Aigle Royal. Score à l'arrivée 2 buts à 0 à domicile. Score nul de 2 buts partout entre l'équipe de Samneli et celle de Tambou FC d'Adiara. Dans la poule B maintenant, l'équipe d'élite AC de Parakou et Vigueur FC de Lokosa n'ont pas joué, bien entendu, ce week-end. Le match a bien sûr été reporté. Pour ce qui est de la rencontre entre le promu SJFA et Léopard FC d'Abomey, la victoire était pour l'équipe d'Abomey. Score à l'arrivée 2 buts à 1. S Gamian de Bemereke s'est imposé par un score d'1 but à 0 à l'équipe de Fall FC de Boycon et puis S Lyon de Banté et AS leader du Parakou se sont neutralisés au bout d'un score nul et vierge à l'issue de cette deuxième journée de la première division féminine. L'équipe de Nadia FC est en tête de la poule A avec 6 points au compteur, un goal différentiel de plus 4, suivi de Ainovi FC avec 4 points au compteur, un goal différentiel de plus 3. Samneli est troisième de la poule A avec 4 points au compteur, même nombre de points au compteur pour l'AS UMSA qui vient en 4e position. Dynamique FC d'Abomey Calavi est 5e, puis la Lanterne Rouge sinon la 10e position est pour l'équipe de Espoir FC de Cotonou avec 0 points au compteur après 2 journées. Dans la poule B, c'est l'équipe de Léopard FC d'Abomey qui est en tête avec 6 points au compteur, suivi de l'AS Gamian de Bemerke qui compte 4 points au compteur, qui stagne bien entendu à la 2e position dans cette poule. En 8e position, pour ne pas dire en dernière position dans cette poule, c'est l'équipe de l'SJFA qui est bon dernier bien entendu de cette poule avec 0 points après donc 2 journées.
Merci, on va continuer donc, mais avec une autre discipline. Ouais. On va parler de kickboxing. Le championnat d'Afrique de la discipline, notamment pour l'édition 2024, s'ouvre ce lundi. Ce sera en Afrique du Sud. On l'avait bien annoncé sur ce plateau déjà la semaine écoulée. Ouais. Et le Bénin y sera représenté par 4 athlètes. Oui, c'est une première pour le Bénin de prendre part à cette grande fête du kickbox continental. Une compétition qui cette année va connaître la participation de 15 différents pays d'Afrique au total, y compris le Bénin. On l'avait annoncé, vous l'avez rappelé, pour un total de 385 athlètes boxeurs, kickboxeurs, qui vont se mesurer dans plusieurs catégories de combat. Et pour la participation du Bénin, 4 athlètes dont une dame vont défendre les couleurs nationales à Johannesburg à compter de ce lundi 9 au 12 décembre prochain. La délégation béninoise, comme vous pouvez le voir sur les images, a quitté Cotonou samedi pour rallier Johannesburg où se déroulera la compétition. Occasion pour le président de la Fédération béninoise de kickboxing et tout le comité exécutif, bien entendu, de remettre le drapeau national aux représentants béninois pour mieux défendre les couleurs nationales, sinon porter haut l'étendard du Bénin à cette compétition à Johannesburg. Je vous propose ici un extrait de quelques athlètes, même du président, qui ont fait la promesse de ramener des médailles au Bénin. Nous promettons au peuple béninois de revenir avec la victoire à ce championnat d'Afrique de kickboxing. Nous sommes prêts parce que depuis des mois, nous nous entraînons pour cela et je pense qu'avec l'aide des coachs, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Promo au peuple béninois de revenir ici au 229 avec les médailles d'or. Moi et mes coéquipiers, on reviendra au pays avec les médailles d'or du Bénin pour l'Afrique. Donc le peuple béninois doit être rassuré, ils peuvent avoir confiance. On reviendra pas les mêmes bredouilles, mais avec qu'on appelle tout ce qu'on peut rafler là-bas comme médaille. Je crois que nous avons fait une préparation très forte pour que nos athlètes soient aguerris et pouvoir affronter tous ceux qui seront face à eux à Johannesburg. Donc moi, j'ai confiance que nos athlètes vont revenir ici avec des médailles et des ceintures. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la qualification du Bénin pour Pékin 2025, ça viendra de Johannesburg. Et tous les athlètes sont conscients de cela. C'est pour cela que nous avons quand même fait un travail pour sélectionner les meilleurs des meilleurs. Au départ, c'était 8 athlètes qui devaient voyager. Mais malheureusement, faute de moyens financiers, l'effectif a été réduit de 50%. Donc on a encore refait un nouveau choix pour prendre les 4 athlètes qui sont en train de partir aujourd'hui. Donc nous avons confiance en eux. Nous sommes sûrs que la victoire sera de notre côté. Et c'est pour cela que je l'ai dit tout à l'heure, quand je leur remettais le drapeau tricolore, voilà le drapeau que vous allez défendre. Vous faites des compétitions pour vous, mais n'oubliez pas que c'est une compétition pour le Bénin. Parce que le ministère des Sports nous a soutenus pour que ce voyage puisse tenir. Et donc, nous avons l'obligation de résultat. Et je crois qu'ils ont tous promis et je suis sûr que la victoire va revenir d'ici le 13 décembre. Il faut dire que ce championnat d'Afrique de kickbox édition 2024 est qualificatif pour les championnats du monde de Pékin 2025. Espérons bien entendu que le Bénin soit au rendez-vous à Pékin. Alors, à l'orée 2025, on va souhaiter bonne chance aux représentants béninois Tanguy et poursuivre avec le handball maintenant, précisément en République démocratique du Congo où s'est déroulée la 26e Coupe d'Afrique des Nations de handball senior dames au thème de la compétition. L'Angola conserve son titre et étend son hégémonie sur la compétition. Les perles de l'Angola, championne en titre, n'ont fait rien d'autre que de marcher à nouveau sur la concurrence du début jusqu'à la fin de la compétition pour s'offrir le Graal. Opposés à leurs homologues du Sénégal, les Angolaises se sont imposées par un score de 27-18 après avoir mené 13-8 à la mi-temps. Ainsi, elles décrochent le 16e trophée de leur histoire à la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior dames. En 26 éditions, finaliste malheureux, le Sénégal qui a été auteur d'un parcours sans faute jusqu'en finale se contente donc de la deuxième place de cette 26e Coupe d'Afrique des Nations de handball senior dames qui s'est déroulée en République démocratique du Congo. Et l'équipe de la Tunisie termine sur la 3e marche du podium, notamment avec la médaille de bronze. Ceci
avec sa victoire 25-22 face à l'équipe de l'Égypte au cours de la petite finale. Elle monte donc à nouveau sur le podium final après la 3e place obtenue en 2020 au Cameroun. On va finir avec la pétanque. Ouais. On parle donc de ce sport-là avec le 51e championnat du monde de la discipline qui ont tenu quand même leur fin ce dimanche. Le Bénin a arrêté sa course en quart de finale de la Coupe des Nations et l'Italie sort vainqueur de la compétition. Oui, donc en ce qui concerne le Bénin, les représentants béninois ont pu obtenir 4 victoires sur les 5 possibles à l'issue des 5 premiers tours des triplettes et avec à la clé une 8e place au classement général. Marcel Bio et ses coéquipiers ont été logés dans la poule H. Pour ce qui est de la Coupe des Nations ici, ils se sont imposés 13-7 à la Turquie, 13-11 à l'Espagne avant de courber les Chines face à l'Italie, futur vainqueur avec seulement un point d'écart, 12-13 après 16 mètres, comme vous pouvez le voir sur les images. Le Bénin qui aura donc tout donné, mais malheureusement s'est arrêté en quart de finale de cette édition des mondiaux de pétanque tenus à Dijon en France dans l'épreuve des triplettes. Rappelons que dans l'épreuve des tirs de précision aussi, le Bénin n'a pas enregistré des performances fructueuses dans cette épreuve. Le Bénin était représenté par le capitaine des Guépards, Marcel Biom, qui a été éliminé après repêchage, bien entendu. Pour ce qui est de la finale des triplettes, elle a été disputée ce dimanche entre l'Italie et le Madagascar. Et après une rencontre âprement disputée, les Italiens sortent champions du monde avec un score, sinon une victoire de 13-11. Tanguy, on va s'arrêter ici ce matin. Merci beaucoup à vous, Candide, pour la présentation de ce bulletin d'information sportive. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci, à demain. Mesdames et messieurs, voici maintenant notre invité. Mon invité ce matin nous vient directement du ministère en charge de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, M. Wassiou Kassaliou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Comment va le sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle aujourd'hui? Merci bien, monsieur le journaliste. Avant tout propos, permettez-moi d'abord de vous remercier pour ce que vous faites pour nous accompagner, parce qu'aujourd'hui la presse est importante et depuis là, vous faites beaucoup pour le sous-secteur de l'UFTP. Ceci dit, il faut dire qu'aujourd'hui, le sous-secteur se porte très bien. Comme vous le savez, le président de son Excellence, Patrice Talon, depuis sa prise de fonction, en a fait une priorité. Et dès lors, plusieurs actions sont mises en œuvre. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le sous-secteur, il faut dire qu'aujourd'hui, assez d'efforts sont faits pour permettre à tous les acteurs qui font de la formation professionnelle d'avoir une place pour pouvoir faire cette formation-là. Donc, ceci dit, c'est bien fait, tout se passe très bien aujourd'hui à l'enseignement technique de la formation professionnelle. Et en plus de ça, des projets sont en cours, des projets d'investissement sont déjà mis en œuvre pour que bientôt on puisse avoir des écoles de référence au Bénin en matière de formation technique et professionnelle. Justement, parlant de projets, quels sont ces projets-là? Voilà, aujourd'hui, il faut dire, comme vous le savez, l'actualité depuis environ 5 ans aujourd'hui au Bénin, dans ce secteur, c'est la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'UFTP. Et pour ça, on a mis en place aujourd'hui une structure qui nous accompagne fortement dans cette dynamique, c'est l'Agence de développement de l'enseignement technique. Aujourd'hui, lorsqu'on a fait cette stratégie en 2020, nous avons sollicité les partenaires pour nous accompagner dans sa mise en œuvre. Et là, plusieurs partenaires se sont engagés pour sa mise en œuvre. Aujourd'hui, les projets sont en cours en termes de construction d'établissements, sont en cours en termes d'équipement, sont en cours en termes de financement du dispositif. Donc, même en termes de gouvernance, nous sommes en train de revoir beaucoup de choses dans ce secteur aujourd'hui. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les fondateurs sont déjà mis en place. Et d'ici peu, vous allez voir la vitesse de croisière qui va commencer. Il y a un défi que le gouvernement s'est lancé, c'est justement d'inverser une tendance où on a, je dois dire, que l'enseignement secondaire général est largement dominant. Aujourd'hui, on veut donner priorité à l'enseignement et à la formation technique et professionnelle. On lance le défi de porter jusqu'à 70% l'enseignement technique. Est-ce vraiment possible? Oui, monsieur le journaliste, c'est vraiment possible. Lorsqu'on l'a dit, ce n'était pas un vœu pieux, c'est une réalité. Puisque lorsqu'on parle de 70% aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'enseignement technique classique dans nos lycées que vous voyez. Parce que l'enseignement et la formation technique professionnelle, c'est un ensemble. Aussi bien nos lycées classiques, dans la formation formelle dans nos lycées, c'est un pan,
nous avons aussi l'apprentissage qui se fait dans toutes les entreprises qui fait partie de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Et aussi tout ce qui est dispositif d'alternatives éducatives pour accompagner nos jeunes sont aussi des dispositifs que nous mettons en place dans cette dynamique-là. Donc, nous sommes tous ensemble aujourd'hui. C'est vrai, ce n'est pas que c'est aussi facile que ça, mais nous pouvons y arriver aujourd'hui. La preuve, plusieurs actions sont actuellement en cours pour pouvoir faire face à cette situation. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes en train de revoir tous nos établissements pour élargir la capacité d'accueil. Ça, c'est un aspect. À part ça, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place, en collaboration avec les chambres consulaires, notamment la chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, un dispositif pour pouvoir revoir l'apprentissage dans sa globalité, afin que tous les jeunes de nos dispositifs soient pris en compte pour atteindre cet objectif de 70% à l'horizon 2030. Donc, nous sommes dans cette dynamique. Et pour ça, il faut dire qu'aujourd'hui, conscient déjà que nous avons déjà des faiblesses, puisqu'on a fait un état des lieux déjà en 2017, nous avons des faiblesses, nous sommes en train de voir dans quelle mesure il faut d'abord faire co-porter ce secteur avec le secteur privé, afin qu'ensemble on puisse atteindre cet objectif-là. Puisque si on peut y arriver, il faudrait que tous les acteurs puissent ensemble se mettre ensemble. Et à part ça, il faudrait aussi que le public soit informé de ce que nous faisons pour pouvoir vraiment adhérer. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont faites dans ce secteur, mais le public n'est pas informé vraiment de ce que nous faisons réellement pour faciliter l'apprentissage. Donc, ceci étant dit, nous sommes en train de voir comment mettre en place un co-portage dispositif pour que le secteur privé, nous-mêmes en tant qu'acteurs publics, on puisse travailler ensemble et aussi le public dans la majorité puisse savoir ce qui est fait, les opportunités pour eux, pour pouvoir y arriver. Qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, pour une employabilité des jeunes, il faut forcément que les bénéficiaires, les premiers conseillers sachent vraiment de quoi les questions pour pouvoir vraiment y adhérer. Donc justement, pour leur faire savoir ça, vous avez initié à partir d'aujourd'hui notamment, et jusqu'au 13 prochain, la première édition des journées de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Parlez-nous un peu de cette initiative-là, de quoi ça retourne. Il faut dire que les journées de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, cette initiative pour laquelle nous sommes vraiment le ministre pour avoir donné l'idée de faire cette journée, c'est que cette journée a essentiellement 4 objectifs fondamentaux. Le premier d'abord, c'est d'abord d'informer le public de tout ce qu'il y a comme offre de formation d'abord à l'UFTP. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nous ne sont pas informés de ce que nous faisons. Secondo aussi, c'est pouvoir aussi que ce soit une occasion pour nos acteurs de se redynamiser. Pour que tous ceux qui sont impliqués dans la mise en œuvre du dispositif soient vraiment informés de ce qu'il y a à faire, qu'ensemble on puisse faire une synergie d'action pour y arriver. Troisièmement, ce sera aussi l'occasion pour qu'on puisse créer des partenariats pour y arriver. Tout acteur qui estime que vraiment il peut contribuer à l'évolution de l'UFTP peut s'associer vraiment avec nous. Donc c'est une occasion pour nous de tisser des partenariats pour qu'à la fin on puisse ensemble co-porter le dispositif. Et enfin aussi, c'est aussi l'occasion pour nos jeunes apprenants de l'enseignement général aujourd'hui qui ne savent pas vraiment dans quoi s'orienter, de venir s'informer sur les opportunités qu'ils auront après peut-être le BPC ou pour savoir comment s'orienter dans le dispositif. Où est-ce que ça va se passer? Bon, ça va se passer au Palais des Congrès. D'abord, le lancement officiel c'est demain. Nous allons faire maintenant le roi des stands qui sont organisés autour du Palais des Congrès. Il y a aussi des conférences, des panels, tout ça qui vont se faire au niveau du Palais des Congrès. Et vous avez retenu un thème? Oui, le thème de la journée est connu. C'est le développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour une meilleure insertion des jeunes. Voilà, vous y croyez fermement, la formation technique et professionnelle? Oui, exactement. Aujourd'hui, c'est la solution parce qu'aujourd'hui, l'employabilité des jeunes se mesure par ses compétences en premier lieu. Pour qu'un jeune soit vraiment aujourd'hui employable, il faudrait que d'abord il puisse avoir toutes les compétences qu'il faut pour pouvoir satisfaire aux besoins des entreprises qui vont les recruter. Et aussi, à part ça, sans compétences majeures, il serait difficile aujourd'hui d'avoir des jeunes qui seront plutôt des entrepreneurs que des demandeurs d'emploi. Donc voilà pourquoi nous croyons que c'est la solution que nous avons aujourd'hui. Nous pensons qu'avec ça, nous pouvons y arriver. Alors, vous avez prévu des stands là-bas. Qu'est-ce que vous allez exposer et qu'est-ce qu'on viendra voir? Exactement. Il faut dire qu'aujourd'hui, à partir de demain, les stands seront déjà disponibles. Tous les établissements de formation publics, que certains privés, notamment les partenaires privés, vont venir exposer tout ce qu'ils font en termes d'offres de formation dans les établissements. Donc, si le public vient, pourront voir tout ce qu'il y a comme offre de formation dans les établissements de formation, les capacités des jeunes qui sont fournis dans ces établissements, ce qu'ils peuvent faire demain sur le marché du travail, ça sera exposé. Et à part ces expositions de nouveau des stands, il y aura aussi des conférences, des débats qui seront animés sur des thématiques majeures, notamment la question de la femme aujourd'hui à l'UFTP, la question du financement de l'UFTP, la question de la gouvernance dans l'UFTP, ces questions seront abordées au niveau du Palais des Congrès à partir de demain. Et c'est les jeunes seulement que vous attendez? Tout le monde est invité, puisque un jeune aussi, forcément, il faudrait que les parents aussi puissent aussi avoir les mots à dire dans l'orientation de leur apprenant. Les entreprises sont aussi invitées. Tous les acteurs sont concernés par l'UFTP et pour ça, c'est important que chacun soit vraiment présent pour ces journées-là. Qu'est-ce que vous attendez de ces journées? Bon, cette journée, vous faites que c'est une première édition aujourd'hui. Pour nous, c'est une première édition, c'est un nouveau bébé qui naît à l'UFTP. Et pour cette première édition, c'est d'abord que les jeunes soient vraiment informés de ce que nous faisons d'abord
et que les entreprises aussi soient engagées avec nous. Et qu'après, ils puissent vraiment adhérer à ce que nous devons faire pour la suite du dispositif. Maintenant, à part ça, il faut le dire, le ministre a un objectif fondamental pour cette journée, c'est que sa vision dans les 3 ans, 4 ans, cette activité soit une activité de la sous-région ou même mondiale, où pendant cette période, les gens viennent de tout le monde entier pour venir participer avec nous à cette journée, pour faire rehausser tout ce que nous faisons à l'UFTP. Un mot pour finir, rapidement. Bon, pour finir, il faut dire que je voulais d'abord lancer un appel à tous les acteurs pour dire que le sous-secteur de l'enseignement technique aujourd'hui est la solution à nos problèmes de chômage. Donc c'est important pour nous aujourd'hui que chaque Béninois comprenne que personne ne peut y arriver sans vraiment adhérer à ce que nous demandons comme activité, comme offre de formation à l'UFTP. Donc il serait important qu'aujourd'hui nous invitons tous les acteurs à venir massivement au palais des congrès où on a pris toutes les dispositions en termes de sécurité, en termes de facilité à circuler, tout est déjà pris pour que vraiment ils puissent avoir tout ce qu'il y a comme information sur l'UFTP et davantage s'engager sur la suite du processus. Monsieur Wassio Kassaleo, merci beaucoup d'être venu. Je rappelle que vous nous venez de la direction de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. C'est au niveau du ministère de l'enseignement secondaire, la formation technique et professionnelle. Merci beaucoup d'être venu parler un peu du rendez-vous que vous tenez à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 13 prochain pour faire connaître un peu tout ce qui se fait en matière donc d'offres et d'innovation dans le secteur donc de l'enseignement, de la formation technique et professionnelle. Bonne journée. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, on va faire maintenant la pause, le temps de revenir par ici, installer notre chroniqueur de ce matin pour nous parler des relations entre le Bénin et le Niger. Vous le savez, la frontière entre Niamey et Cotonou, c'est toujours fermée. Côté Niamey, on va se poser des questions, on va se demander quelles sont les perspectives dans les relations entre les deux pays frères et voisins. Voici la pause. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail au crc@dgpr.bj. Quelle est la situation à la date d'aujourd'hui au niveau de nos frontières? À date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nos frontières se portent bien. Au niveau de nos frontières, on s'est contenté de défendre simplement les territoires. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Malgré ça, il y a eu quand même des frappes des présumés djihadistes que nous avons enregistrés récemment. En quoi nous sommes responsables? Si chaque Béninois ou chaque ressortissant de ces communes pouvait aller construire une chambre couchée de salon pour que quand on affecte quelqu'un là-bas, il puisse dormir en paix, on n'aurait pas cette situation. Aujourd'hui, au sein de l'opinion africaine, la CEDEAO est très critiquée. Vous savez, j'ai un problème parce que je sais, et nous savons tous, comment la CEDEAO est née. Mais quelles sont les pistes de solution pour un retour à la normale? Dans les deux cas, qu'on reprenne le contact. Ils sont moins abrités de civisme et de patriotisme, ces Béninois. Lorsqu'on regarde globalement, on se rend compte quand même qu'il y a du travail à faire. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien d'accord. Que comprendre de ces deux terminologies? La liberté doit être
forcément encadrées, voire restreintes s'il le faut, pour conserver l'ordre public. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Le champ politique, il est progressivement investi par ses principaux acteurs ces dernières semaines. Il y a eu du mouvement avec l'opposition à la manœuvre. Elle s'est illustrée en faisant sortir les partis de la majorité présidentielle de leur omerta sur certains sujets sans véritablement réussir à obtenir une réponse favorable à sa requête d'audit du fichier électoral, de la création du cadre de concertation aux démarches entreprises dernièrement, décryptage des différentes sorties, des rencontres, les déclarations communiquées dans ce grand rendez-vous. Dans les chapelles politiques, des conciliabules se font, mais des démarches politiques s'observent également sur le terrain. Face à l'arsenal du pouvoir sortant se trouve une opposition qui devra saisir l'opportunité de ces élections générales pour enfin réaliser son rêve. L'opposition est constituée de qui? On parle de la question. Oui. Voilà. Parce que le problème, c'est qu'il faut que ceux qui sont opposants soient s'unissent autour d'un idéal. Il faut reconnaître aujourd'hui que je ne suis pas en train de dire que les mêmes personnes sont en train de réavaler leur propre monsieur, mais montrer que c'est un élément idéal politique, démocratique, pour montrer que dans un pays comme le Bénin, sous le président Patrice Talon, qui a la démocratie et que l'opposition peut véritablement prendre la parole, dit ce qu'elle pense, et ça fait un deux. C'est dit tout simplement que le CCP aujourd'hui, le Creuset, donc est un regroupement d'acteurs opportunistes pour moi. L'opposition aujourd'hui, en rang dispersé, n'est pas sûre vraiment de challenger efficacement les différents partis qui soutiennent l'action du gouvernement. Professeur Antoine Guédou, vice-étoile, bonsoir. Pourquoi revenez-vous toujours au devant de la scène, parler de relecture, demander la relecture, une nouvelle relecture de ce même code qui a été Écoutez, voté il n'y a pas longtemps? Vous savez comment le code a été voté. Vous savez bien, c'est la majorité mécanique qui a agi. Bonjour. Bonjour Tanguy Agoy. Après la suite des actes diplomatiques posés par Niamey et Cotonou à travers leurs ambassadeurs respectifs, on a pensé que les choses allaient mieux nous avancer, mais rien n'y fit. On attend toujours l'ouverture des frontières. Pourquoi est-ce que ça traîne, Franck, vous savez? C'est bien la question que tout le monde se pose, que ce soit du côté de Niamey ou de Cotonou. Nous ne sommes pas encore dans le secret des dieux, c'est vrai, mais on peut se permettre de faire un petit rappel des faits et actes qui ont semé un tant soit peu quelques brins d'espoir en nous, évidemment, dans les cœurs de ceux qui veulent que cette crise soit conjuguée au passé, car il y en a qui ont fait de cette affaire une vraie filière et qui en tirent des prébendes. C'est aussi ça les dessous d'une crise. Ces actes marqués du sceau de l'espoir, disait, sont entre autres, plus récemment, il s'agit de la nomination du nouvel ambassadeur
du Niger près le Bénin, Khaled Chaibou, suite à l'agrément donné par les autorités de Cotonou. C'était aussi un acte fort dans le processus de décrispation de la crise entamée depuis juin 2024, cette décrispation. Et avant cet acte diplomatique qui en dit long sur la volonté des deux États de trouver une solution à cette brouille. Il y a eu quelques semaines en arrière, plus précisément le mardi 6 août 2024, la présentation des copies figurées des lettres de créance par l'ambassadeur béninois à Niamey au ministre des Affaires étrangères nigérien. Là encore, c'est un grand pas en avant porteur d'assez d'espoir. Plus tard, soit 3 mois après la prise de fonction de Gildas Agonkan à Niamey au Niger, une forte délégation du pouvoir nigérien sera à Cotonou, une délégation de sécurocrates avec à sa tête le général Mohamed Toumba et ministre de l'Intérieur qui a séjourné pendant 48 heures en terre béninoise. C'était pour le relever, pour tenter de dégeler et normaliser les relations entre les deux pays dont le lien de coopération s'est dégradé depuis le coup d'État de juillet 2023. Et puis, l'autre démarche forte empreinte de recherche de solutions durables, c'est le déplacement du mois de juin de 2 anciens chefs d'État, Nicéphore Soglo et Boni Yayi, ce déplacement de Niamey qui a sonné l'ouverture de ces actions subséquentes enregistrées de part et d'autre. À cela, il faut ajouter le pétrole nigérien qui coule désormais à flot sur la plateforme de Sémé. Plusieurs changements sont faits depuis ces épisodes un peu tendus entre Niamey et Cotonou, alors même qu'à un moment donné, cela s'était arrêté. Bref, il y a eu de gros efforts qui ont été consentis de part et d'autre, notamment du côté de Cotonou, pour trouver un dénouement définitif à cette situation qui n'a que trop duré et qui commence par exaspérer sérieusement les populations qui en souffrent durement. Y a-t-il d'autres détails qu'on ne maîtrise pas ou qu'on nous cache? Qu'est-ce qui bloque réellement l'ouverture des frontières à Malanville après tous ces actes diplomatiques posés? On ne comprend pas cette prolongation qui se joue aux grandes dames des deux peuples frères et voisins depuis des décennies. Peut-être que la diplomatie sous Talon et Tiani a ses raisons que les Nigériens, les Béninois ignorent. Mais il faut bien libérer les populations du poids de cette fermeture. Qu'est-ce qu'on fait justement? Oui, en faisant la paix des braves, l'heure aujourd'hui n'est plus à déterminer qui est plus fautif que l'autre. Le plus dur est derrière nous, personne. Et même les plus grands analystes politiques et géopolitistes avaient perdu l'espoir de voir les relations entre Cotonou et Niamey se normaliser. Et pourtant, les deux sont parvenus à renouer le dialogue. La leçon qui se dégage est bien claire. Ce qui nous unit est bien plus fort que ce qui nous divise. Le Bénin et le Niger sont à la croisée des chemins. Faut-il poursuivre nos relations plus que séculaires ou faut-il les sacrifier parce qu'à un moment donné, nous avons connu des difficultés? Le choix est vite fait. Il faut continuer, bien évidemment, la marche que nous avons entamée depuis le temps de nos aïeux et ne laisser rien ni personne embrouiller cette marche. Sinon, les esprits de Amani Diori, Seni Kounche, Ali Saïbou, Maman Ousmane, Ibrahim Baré, Nassara, Daouda Malam, Mamadou Tandja, Salou Djibo et ceux de Ibemaga, Apiti, Arom Andegbe Zinsou Kerekou et tous ceux qui ont œuvré pour établir ces liens légendaires, morts ou encore vivants, leurs esprits se révolteront certainement contre nous. Dans une crise, ce sont deux ou plusieurs parties qui font des concessions pour trouver des solutions. Donc Talon et Tiani devront faire ce que j'appelle, j'insiste en tout cas sur ce groupe de mots, la paix des braves, pour enterrer définitivement ce désaccord dont les effets frappent de plein fouet Nigériens et Béninois. Et ce qui donnera la preuve de leur bonne foi, c'est l'ouverture des frontières entre les deux pays. Le faire avant l'année 2025, ce sera le plus gros cadeau que les deux hommes d'État offriraient à leur peuple. C'est bien possible. Moi, j'y crois en tout cas. Pas vous, Tanguy? Est-ce qu'on peut s'empêcher de ne pas y croire? Merci beaucoup à vous, Franck, pour la présentation donc, de ce commentaire de ce matin qui va justement faire le lit à nos discussions. Je propose justement qu'on fasse la transition, le temps de revenir pour le débat. Voici donc les discussions.
Et quelqu'un dont on a vu la tête paraître il y a bien longtemps, qui nous revient après avoir profité de ses congés administratifs. J'ai même eu le temps d'oublier son nom. Hein. William, bonjour. C'est pas gentil. Il s'appelle comment déjà? On est arrivé. J'espère qu'on a bien profité de son temps de repos. Hein. Si. Ça fait plaisir. À fond. Vous êtes devenu un peu plus jeune. Il le fallait. Un peu plus frais, oui. D'accord. Ulrich, bonjour. Bonjour, Tanguy. Bon, allez, ce matin, Franck nous propose qu'on échange autour donc, de la situation des frontières entre le Bénin et le Niger. C'est vrai que la situation perdue depuis un bon bout de temps maintenant. Cotonou a fait l'effort d'ouvrir ses frontières à Malanville. Niamey qui hésite, qui réfléchit, même s'il pose des actes diplomatiques qui, ma foi, promettent des lendemains meilleurs. Le riche, on n'a pas bien l'impression que ça évolue en tout cas sur le terrain, mais plutôt dans les salons feutrés, douillés et climatisés plutôt. Je ne peux en être autrement parce que la diplomatie ne bavarde pas beaucoup. La diplomatie chuchote et c'est le résultat que l'on voit. Et je comprends le chroniqueur ou le commentateur qui voudrait un cadeau de fin d'année, un cadeau de Noël, mais les coulisses de la diplomatie ne sont pas aussi faciles que le dessous du traîneau du Père Noël qui glisse sur la neige. Donc ça peut vous dire que ce n'est pas quelque chose qui se déroule du jour au lendemain. Il y a tout un travail qui se fait. Et vous n'êtes pas sans savoir que il y a quelques mois, nous avons connu une escalade de tensions verbales entre les deux États. Il y a eu beaucoup de choses, des actions qui ont été posées. Donc, pour calmer toutes ces tensions, il faut du temps et de la diplomatie en sourdine. Pourquoi en sourdine? À un moment donné, vous allez remarquer que des voix s'élevaient de toutes parts pour que ce soit fustiger le comportement du côté du Bénin ou fustiger le comportement du côté du Niger. Et des voix parfois même qui en rajoutaient à la flamme déjà trop allumée. Et aujourd'hui, que tout se calme, que tout soit calme. Je voudrais simplement qu'on essaie plutôt de voir la bonne stratégie qu'il faut. Nous avons vu par le passé des anciens chefs d'État qui rapidement ont pris à bras le corps le dossier. Ils ont fait des démarches à l'endroit du chef d'État nigérien, à l'endroit du chef d'État béninois. C'est vrai qu'actuellement, nous n'avons pas encore de suite réelle, c'est-à-dire de résultats palpables pour dire voilà le résultat. Ça a commencé, c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'en coulisses, ça travaille. Maintenant, de façon visuelle, qu'est-ce qu'on peut attendre tout de suite? Parce qu'effectivement, il y a ces populations qui subissent encore les affres de cette fermeture. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que les populations de Malanville, de Gaïa, de Kandi et consorts ne subissent pas les affres de la fermeture de ces frontières. Quand vous y allez aujourd'hui, parce que bien avant la fermeture, j'ai eu le temps de visiter Malanville plusieurs fois et je me suis rendu compte que c'est une ville qui s'animait de part et d'autre de la frontière. Aujourd'hui, c'est une ville carrément terne, morte. A priori, activité commerciale, tout est au ralenti. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'ouvriers qui quittent Malanville pour aller travailler à Gaïa. Il y en a qui quittent Gaïa pour venir travailler à Malanville. Donc, chaque matin, ils faisaient cette navette-là. Mais aujourd'hui, c'est difficile pour ces ouvriers-là. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il y en a qui ont même leurs entreprises de part et d'autre des deux frontières. Aujourd'hui, ces activités sont complètement bloquées, sinon au ralenti. Parce que c'est sûr qu'ils vont devoir se reconvertir le temps que les frontières soient à nouveau ouvertes. C'est pour vous dire que au-delà de la diplomatie qui se fait en sourdine, l'essentiel est qu'on aille vers cette ouverture des frontières, mais cette ouverture des frontières doit véritablement se faire le plus tôt possible. Et je comprends que Franck veuille un cadeau de Noël. Est-ce que le cadeau de Noël viendra? Je ne sais pas, je suis très loin de pouvoir confirmer, mais déjà, on le souhaite vivement. William, on a bien l'impression que les choses avancent beaucoup plus dans les salons climatisés que sur le terrain. On est tenté de le constater, mais j'ai comme impression que la progression, c'est de part et d'autre, juste que ce n'est pas à la même vitesse. L'épinéphrine n'est plus à la même dose, l'adrénaline est descendue quelque peu. Le mercure n'est plus à la même température. Ne serait-ce que le discours. Ce n'est quand même pas étonnant que des gens qui se sont livrés cette guerre, ces tirs d'obus par médias interposés, à la façon
des Gazaouis de tous les jours, que des gens comme ça ne s'insultent plus, abandonnent les invectives pendant, je ne sais pas, 6-5 mois depuis ce temps. Des questions peuvent se poser, des déductions peuvent être osées, des hypothèses peuvent se confirmer à travers cette accalmie. Et là-dessus, quand dans la place publique, les rois décident de garder leur bouche et de laisser leurs porte-parole prendre langue les uns avec les autres derrière les rideaux, dans les salons, comme le caricaturait Tanguy, c'est qu'à côté, on a des actes qui montrent des avancées de part et d'autre. Le pétrole coule à ses mains, les plénipotentiaires sont en poste de part et d'autre. C'est vrai que après son gros échec en bout de médiatique de sa première sortie, Gildas Akonkan est retourné dans sa tanière, garder également sa langue, aller au rythme de ces négociations. Bref, je sens que, vous savez, les produits vivriers, quoi qu'interdit, il y a des levées partielles sur certains produits. Bref, c'est comme si on ouvrait sans ouvrir par les actes. Côté Niamey aussi, le durcissement, vous voyez, le Bénin qui donne une certaine garantie de contrôle pour éviter les transports d'armes et de munitions, ainsi de suite. Dans un contexte comme ça, je me dis qu'on ouvre tacitement sans ouvrir. Qu'est-ce qui bloque le déclic de la poignée de main, de la visite, des déclarations communes, je ne sais pas, des visites d'État des autorités au plus haut niveau de l'État? Je dirais que c'est là où le verre est dans le fruit, peut-être. C'est la partie à césariser, la partie qui a besoin de cette intervention chirurgicale dans la crise. Mais au demeurant, en attendant qu'on y arrive, je constate que on n'entretient plus la crise, on entretient davantage les actes de paix, quand bien même la crise n'est pas totalement conjuguée au passé. Oui, justement, mon problème, moi, c'est d'ouvrir et ouvrir. Comme le dit William, on ouvre sans ouvrir. Mais il faut ouvrir, parce que en écrivant cette chronique-là, je me faisais une image un peu d'une cérémonie à la frontière de Gaïa, où je vois Talon à côté de Tiani et puis les délégations qui les accompagnent en train d'ouvrir définitivement ces frontières-là. Vous savez, les conséquences sur le terrain sont toujours là et têtues. C'est parce qu'à un moment donné, les populations de part et d'autre ont développé une certaine résilience à faire face aux difficultés, parce qu'on vous a habitué à ne plus circuler peut-être avec vos marchandises dans les gros camions, tout ce que vous receviez du Niger voisin et dont vous approvisionnez du côté de Kandi ou de Malanville, vous l'avez plus, et donc vous vous habituez, vous accommodez à ce que vous avez désormais. Ce n'est pas pour cela que les populations n'en souffrent pas. Elles en souffrent, les transporteurs en souffrent, l'économie béninoise en souffre, l'économie nigérienne encore plus. Les sondages l'ont montré. Et donc, nous en souffrons tous. Vous voyez des gens qui continuent de rallier, disons, le Bénin ou le Niger par les eaux. Les gens prennent les pirogues, les gens prennent les bacs motorisés avec tous les risques que cela comporte. Des femmes qui vont faire leur petit marché dans les environs, sur les rives, sur l'eau. Et donc, moi, je pense que lorsque vous mettez tout cela dans la balance, ouvrir les frontières aujourd'hui, ce ne serait pas parce que Tiani n'a plus ses galons de général, ce ne serait pas parce que Talon n'a plus son autorité de président de la République démocratiquement élu et ici à la Marina. Non, ce sera un acte hautement de paix. Et ça va, disons, déchaîner les populations qui se trouvent enchaînées malheureusement, qui se trouvent prises en otage depuis que cette situation est survenue. Donc moi je dis, c'est vrai, du côté de Malanville, nous on a ouvert nos frontières. Du côté du Niger, ce n'est pas encore fait, mais on doit continuer. Talon doit continuer. Tiani également doit continuer. Leurs proches et ceux qui vivent de cette filière-là doivent comprendre que ici, ils sont en train de jouer contre deux peuples qui sont restés frères et amis depuis des décennies, parce que des gens ont intérêt à ce que ces frontières-là restent fermées. Ah ouais? Oui, des gens ont intérêt, que ce soit des politiques, que ce soit des opérateurs économiques, que ce soit même des gens qui ne sont ni dans l'un ou dans l'autre pays, ils ont intérêt à ce que ça perdure comme ça en l'état. Donc je me dis, l'heure est venue, pourquoi pas,
ces derniers jours de l'année 2024 qui se grunent, on peut choisir un dedans et aller nous ouvrir les frontières et dire aux populations, écoutez, c'est fini, redonnons-nous la main, parce que nous avons d'autres défis communs, la pauvreté, nous avons l'insécurité toujours à nos portes, ces gens-là qui frappent toujours du côté de Niger, du côté du Bénin, et donc nous avons intérêt à ce que les frontières s'ouvrent pour que les populations s'embrassent à nouveau. Est-ce qu'on a besoin de se plaindre de la situation telle qu'elle est actuellement? Vous l'avez dit, on a ouvert sans ouvrir officiellement, mais quand même, je crois que les hommes... ils traversent les deux rives du cours d'eau qui sépare les deux pays, les levées partielles sur les exportations de marchandises, etc., les diplomates qui ont été nommés, etc. On n'a pas l'impression que c'est vraiment bloqué, que rien ne va. Je suis d'accord, même du côté des populations, je pense que on s'en est accommodé. Une résilience qui est allée au-delà d'un an a dû devenir un nouveau quotidien, quoi qu'on dise. Mais j'affectionne bien une science qui dit que la forme informe le fond. En fait, le formalisme qui doit entourer ce genre d'acte, même si je ne crois pas en un scénario comme celui auquel Franck pensait, je crois que ce sera sans tambour ni trompette. Ce sera sans fanfaronnade, la levée. Ce sera un petit communiqué ou une petite déclaration côté Niamey et que nous allons abondamment relayer. Ce sera au pavé de l'actualité le jour-là, je ne sais pas, 3-4 jours, une semaine après. Mais rassurez-vous, je crains que ça n'aille pas à l'idylle que Franck est en train d'imaginer. Mais ce que vous dites, c'est un fait. Que dans le concret, dans le vécu des populations, des opérateurs économiques, oui, on ne le sent peut-être plus totalement parce que au port autonome de Cotonou, ça reprend légèrement vie. Et quand je dis ça reprend vie, quand Franck dit que des gens n'ont pas intérêt à ce que les frontières soient ouvertes, c'est peut-être vrai. Vous savez, on a des voisins qui en ont suffisamment profité, qui en profitent jusque-là. Ce n'est pas un crime de leur part que de se mettre sur le marché de l'offre et de la demande pendant qu'un fournisseur ou un pourvoyeur, un prestataire était en brouille avec son client, vice-versa. Maintenant, il faut reprendre du poids de la bête et ça, on a besoin justement du formalisme pour faire passer ces messages, pour davantage rendre ces liens cordiaux. Vous savez, il y a aussi la question des éléments en présence dans la crise. Il n'y avait pas rappel d'ambassadeur, malgré le pic de la crise. Donc, confirmer les plénipotentiaires de part et d'autre pays accréditants comme accréditaires Bénin-Niger n'est pas... c'est un acte très significatif dans le temps présent, dans l'instant présent, mais ce n'est pas comme le pétrole qui coule à ses mains. Lui, il a été interdit d'embarcation et de transport à un moment donné. Lui, il a été objet de brouille, de condamnation judiciaire de nationaux nigériens en terre béninoise qui n'ont pas été reconnus comme tels. Voilà des actes qui ont vraiment gangréné la crise à un moment donné. Et donc, quand on passe l'éponge sur ces faits-là, on se dit qu'on est en train de faire des marges de progression. Donc, avoir les éléments en présence dans la crise, interdiction des vivriers, interdiction d'envoyer des conteneurs à destination du Niger ou allant vers le Niger vers le port de Cotonou. Voilà des éléments en présence qui ont existé à un moment donné de la crise, qui aujourd'hui sont en train d'aller au passé et qui font croire. Maintenant, ouvrir pour ouvrir, c'est l'idéal et je crains que ce ne soit pas que le Père Noël n'ait pas ça dans son cadeau cette année, cette Noël-ci. Il y a matière à parler tout simplement parce que déjà, avant de revenir justement au niveau des plénipotentiaires, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui encore de réclamer l'ouverture des frontières quand on sait qu'il y a longtemps ça se passe et que des actes sont venus qui ont allégé un peu les difficultés que la population vive. On peut se dire aujourd'hui les frontières sont vraiment ouvertes en fait dans les faits. Peut-être pas par un communiqué. On peut dire que c'est ouvert, mais en réalité, c'est pas ouvert. Et vous le savez très bien. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que nous parlons justement de ces populations qui sont obligées de passer par voie maritime, par voie fluviale, pour joindre l'autre pays. Et on connaît la qualité des embarcadères, on sait comment ça se passe, des embarcations. Donc, quand vous voyez les conditions dans lesquelles ces populations voyagent, juste aller jusqu'à filmer une première fois comment ces populations voyagent, on voit
voit comment parfois les embarcations sont surchargées et ce sont des vies qui sont mises en danger presque tous les jours. Donc, est-ce qu'on ne doit pas en parler? On doit en parler parce que ce sont des vies. Ce n'est pas lorsque une barque va chavirer à un moment donné, ce qu'on ne souhaite pas, que maintenant les deux pays vont commencer par se dire attention, nous avons tel nombre de personnes, tel nombre de pertes en vie humaine et autres, tout ça, on ne le souhaite pas, mais il faut prévenir, il faut anticiper. Deuxième chose, nous parlons justement du corridor. Le corridor Bénin, jusqu'à nouvel ordre, pour l'instant, dans la sous-région, est l'un des plus sécurisés et l'un des plus fiables. Pas plus tard que la semaine écoulée, il y a encore eu des morts sur le corridor que vous connaissez, qui aujourd'hui, que beaucoup de transporteurs sont obligés d'utiliser dans un pays voisin. Et comme vous le constatez, si c'était au Bénin, parce que j'ai échangé avec des responsables transporteurs qui m'ont dit qu'au Bénin, le maximum pour traverser le corridor et atteindre à la destination, c'est 3 jours. Mais ailleurs, je dis bien le maximum, 3 jours. Mais ailleurs, pour le corridor qui est en train d'être utilisé actuellement dans un pays voisin, parfois ils font 2 semaines, 3 semaines, parfois même 3 mois. Vous imaginez, juste pour transporter les produits d'un port vers un autre, il y a l'importateur qui attend sa marchandise, il y a le propriétaire du camion qui a mis du carburant, du gasoil dans le camion et qui espère que la carburation doit pouvoir suffire, mais pendant ce temps, parfois il y a des arrêts, il y a des trucs, il y a des surcharges et les chauffeurs à un niveau donné n'arrivent plus en fait, finissent ce qu'ils ont comme argent à dépenser sur la voie. Ils revendent du gasoil, ça c'est les réalités de terrain, ils revendent du gasoil pour pouvoir s'approvisionner en nourriture et consorts pour tenir la voie jusqu'à destination. Parfois il arrive, il y a même un responsable des transporteurs qui m'a dit que ce camion a été abandonné sur le corridor parce qu'à un moment donné, ils ont entendu des tirs et ils ont été agressés. Donc le chauffeur l'a appelé, dit, nous sommes attaqués, je laisse le camion, si demain on revient et que les marchandises sont intactes, Inch'Allah. Si on revient que les marchandises ne sont pas intactes, alors là, ce n'est pas de ma faute. Effectivement, il abandonne la marchandise. Et il a dit Dieu merci. Le lendemain, quand ils sont revenus, parce qu'il y a les militaires qui sont venus sécuriser, il a revu la marchandise intacte. Mais d'autres camions ont été vandalisés, dévalisés, justement sur ce corridor. C'est pour faire comprendre que, qu'on le veuille ou non, le corridor Bénin-Niamey et Cotonou-Niamey reste l'un des plus sûrs de la sous-région. C'est l'une des raisons pour lesquelles je dis on doit continuer d'en parler. Si déjà nous voyons du côté des ambassadeurs qui, à un moment donné, ont été maintenus, je pense que le travail se fait et nous allons rester dans l'expectative que très bientôt, la vraie frontière, celle physique, sera ouverte et plus jamais on ne verra des gens prendre le risque de l'eau pour aller du côté du Niger ou du côté du Bénin. Moi, je pense que... Malgré que les frontières sont fermées. Oui, mais il faut ouvrir formellement parce que nous n'étions pas habitués à vivre ainsi. Nous vivions, je peux me lever de Malanville un matin, me rendre à Niamey, je reviens le même jour par voie terrestre, avec ma voiture et tout. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore possible? Je dis non. Donc c'est pourquoi il faut ouvrir formellement pour redonner cette convivialité qui existait entre les populations avant la fermeture des frontières. Et puis, une cérémonie solennelle, c'est vrai, William n'est pas trop pour, mais vous voyez une cérémonie où nous avons Talon et Tiani. Il n'a pas dit qu'il n'est pas pour. Il a dit qu'il ne croit pas. Oui, il est sceptique, c'est vrai. Ça va être curieux de voir Patrice Talon en train de garder son ciseau en même pour aller ouvrir. Vous voyez le déclic que ça peut faire. C'est pas la forme que... Leur présence déjà à la frontière, avec même des déclarations de 30 secondes, chacun, c'est beaucoup. Et vous imaginez le déclic que cela peut faire dans la tête des populations, de leurs concitoyens. Ah, voilà 2 hommes qui hier ne se comprenaient pas. Aujourd'hui, ils sont côte à côte. Dans la tête des populations, c'est des images très fortes. Et donc, moi, je dis, il faut trouver une solution des 2 T, Talon Tiani, pour que véritablement nous sautions ce verrou-là que constitue la fermeture de cette frontière du côté de Gaïa pour que les choses soient véritablement relancées. Et ça a duré, ça a beaucoup duré déjà depuis, disons, 2023. Ça fait déjà plus d'1 an que nous sommes dans cette galère. Et il faut y mettre fin pour véritablement penser développement, c'est le plus important. Parlons maintenant des perspectives de ces relations-là. C'est vrai que ces derniers mois, les 2 pays ont connu quelques galères
en matière de relations. Les choses ont commencé à se normaliser petitement. Mais est-ce que véritablement on peut retrouver un jour la bonne et pleine forme des relations qu'on a connues entre le Bénin et le Niger et le riche, quand on sait que certains ont profité déjà de la crise pour un peu récupérer une partie des dividendes économiques qu'on peut repêcher à cela, est-ce qu'aujourd'hui il est possible de retrouver cette normalisation qu'on espère? On peut toujours avoir cette normalisation en ce sens que, déjà, les deux ambassadeurs sont positionnés, ce qui veut dire que quelque part, les relations diplomatiques sont maintenues. Deux, on peut toujours avoir cette relation en ce sens que, quand vous voyez aujourd'hui le calme qui est revenu. Autrefois, à un moment donné, je vous ai parlé d'escalade de violence verbale à un moment donné. Aujourd'hui, on ne sent même plus cette violence verbale. Elle n'existe quasiment plus. C'est pour faire comprendre que déjà, quelque part, tout le monde a compris qu'il faut beaucoup plus promouvoir maintenant les négociations, promouvoir la voie des négociations, échanger au lieu de se lancer des invectives. Troisième aspect, nous avons également constaté que ça peut revenir à la normalisation puisque le corridor qu'on est en train de perdre, sur lequel on envoie aujourd'hui les transporteurs, ne les arrange pas. Nous avons entendu plusieurs transporteurs, que ce soit du côté du Niger que du Bénin, décrier ce corridor en estimant que ce corridor ne les arrange pas. Donc tôt ou tard, on va revenir au corridor tant que la frontière sera ouverte. Et puis, dernier aspect, les deux peuples, que ce soit du Niger ou du Bénin, aspirent profondément à ce que les relations redeviennent normales. L'aspiration, c'est bon, mais est-ce que c'est vraiment possible? C'est bien possible. C'est bien possible. Je dois dire la même quantité de flux qu'on avait depuis le début. On peut ne pas avoir, on peut ne pas l'avoir à l'entame des relations. On peut ne pas l'avoir à l'entame des relations. Mais tôt ou tard, vous savez, surtout en termes d'affaires, de commerce, on regarde toujours l'offre, la demande, les circonstances et les conditions. Quand, par exemple, vous avez deux corridors et que déjà, de façon tacite, vous constatez qu'un corridor vous présente plus d'intérêts et que l'autre vous présente des intérêts, certes, mais avec beaucoup de risques, vous prenez d'abord ce qui est moins risqué pour vous. Et qu'on le veuille ou non, quand la voie sera rétablie, vous verrez que très vite, le corridor Bénin-Cotonou-Niamey va reprendre. Ah oui. William, vous y croyez vous aussi? Vous savez, j'ai votre question sous deux volets. Le flux de l'activité économique Bénin-Niger et ensuite la diplomatie en général Bénin-Niger. Je préfère commencer par le second volet. La diplomatie Bénin-Niger est en train de reprendre du poids de la bête, progressivement. Et vous savez, on a eu des crises beaucoup plus grandes. On a attrait notre voisin à la Cour internationale de justice. Oui, mais ce n'était pas aussi, je dois dire, tendu que ça. C'est amicalement qu'on était allé chercher un arbitre. On va pas devant une juridiction amicalement non plus. Ensuite, on a eu la mise en consommation systématique sous Boni Yayi. Ce sont des choses qui nous ont tendues. Mais parce que la nature nous a contraints à être ensemble. Donc, comme des descendants d'une même fratrie, on est appelé à trouver le moyen, comme on le dit dans ma langue, en bonne branche, à nous tordre suffisamment, mais à ne jamais laisser la lésion arriver. Maintenant, du point de vue du flux économique, vous savez, là aussi, Dieu, le seul qu'il existe, nous a également contraints, avec les grâces qu'il nous accorde, d'avoir aujourd'hui le corridor le plus sécurisé dans la seule de Hao. J'ai lu récemment un rapport qui disait que nous étions le corridor le plus sécurisé dans l'espace sous-régional, tous les 16 pays confondus. Jusqu'à preuve du contraire, je m'en tiens à cette bonne flatterie et je dis que tant que nous garderions des grâces comme celle-là, le Niger aura intérêt à commercer avec nous. Et non seulement, vous savez, ponctuellement, il y a des infrastructures, il y a des choses qui se font pour faciliter le commerce, mais historiquement, on a toujours travaillé à mettre en place des organismes communs qui facilitent nos échanges. C'est-à-dire, très tôt, on a su que, je ne sais pas, comme la France et l'Allemagne, ou je ne sais quel pays ne s'aiment pas vraiment et tout, mais qui font presque tout ensemble, nous sommes appelés dans l'éternité, si la terre devrait être éternelle, dommage qu'elle ne l'est pas, et nous sommes appelés à tout faire ensemble. Donc, au nom de ce principe, j'y crois. Maintenant, ça va prendre le temps que ça doit prendre. À Lomé, il y a des appâts, économiquement parlant. Demandez aux transporteurs,
demander aux importateurs nigériens. On leur offre des Il y a des facilités inouïes ouais. à Lomé. C'est une évidence. En plus de cela, les reconversions ont l'intérêt d'aiguiser de nouveaux appétits. Et pour ça, rassurez-vous, les acteurs de la chaîne de valeur ont goûté à de nouvelles choses. Donc, ça va prendre le temps que cela pourra prendre, mais nos atouts de part et d'autre vont nous aider à revenir dans le jeu. On se flatte bien pour dire notre corridor est le plus sécurisé, etc. Machin truc. Mais ailleurs, les gens se sont bien débrouillés sans nous pendant plus d'1 an, sinon presque pendant 2 ans. Ils se sont bien débrouillés sans nous, même si ailleurs, c'est pas du tout sécurisé, comme on l'entend. Ils ont eu des facilités, etc. Ce que nous ne leur offrons pas très souvent. Quand on voit tout cela ensemble, est-ce que c'est sûr que quand on aura ouvert les frontières et que Tiani et Talon se seraient vus pour échanger une coupe de champagne, que nos relations dans le concret et surtout nos échanges économiques vont rester dans la bonne dose qu'il faut, qu'on a connu par le passé? Oui, c'est clair qu'aujourd'hui, avec le Niger qui se retrouve au niveau de l'AES, les décisions au niveau de ces 3 États sont désormais concertées. Le Burkina, le Mali et le Niger, les décisions sont concertées et la moindre brouille entre les États qui font frontière avec ces pays-là est récupérée par l'AES qui l'exploite à fond, quitte à la CEDEAO peut-être de trouver les moyens pour les soulager, mais ça n'est pas du tout évident. Ce que vous appelez facilité, ça c'est dans ce que nous voyons, c'est peut-être dans la forme, sinon dans le fond, lorsque le fret nigérien passe par le port de Togo, c'est 3 fois plus cher que ce qui reviendrait à un opérateur économique de faire par le port de Cotonou. Cotonou, c'est peut-être, tout coûte 900 000, là-bas ça peut coûter 3 millions avec une longue distance et des risques sur le terrain. Vous avez au nord du Burkina et même au niveau du Togo, les gens ont été régulièrement attaqués. On a eu les informations et les économistes ont fait des études sur ce que le fret coûte aux Nigériens en passant par le port du Togo. Et donc, lorsque ces relations-là vont se normaliser, toutes ces entités-là qui ont intérêt à ce que la brouille perdue seront encore aux aguets. À la moindre incatade, c'est qu'on va toujours chercher à récupérer. De l'autre côté, il faut également voir ce que j'appelle un peu les parrains des deux pays. Au niveau de l'AES, au niveau du Niger, on sait que désormais, on deal beaucoup plus avec la Russie, avec d'autres partenaires. Et donc, ces partenaires-là vont apporter du soutien au Niger, à ces pays de l'AES, et le Bénin également ayant ses soutiens. Donc ça va se jouer au niveau de tous ces détails-là. Ce qui est sûr, si nous reprenons normalement nos relations, on va travailler à ce que ces relations-là ne se dégradent plus. Il faudrait qu'on se parle, qu'on fasse des concessions, qu'on règle les problèmes dès que les problèmes se posent, qu'on joue sur la diplomatie, qu'on tire sur les fibres, disons, patriotiques, ce que nous avons toujours utilisé pour en être là aujourd'hui, pour concevoir cette relation qui a duré depuis des décennies, depuis des siècles. Donc je pense que le plus important, c'est de normaliser les relations et après on pourra définir les nouveaux cadres de discussion, les nouveaux cadres de collaboration, parce que ce n'est plus désormais le même statut. On a un Niger qui est dirigé par une junte militaire et le Bénin qui est dirigé par quelqu'un qui est élu démocratiquement. Le ton n'est plus forcément le même, mais les relations doivent pouvoir continuer au nom du bien-être des populations. Est-ce que la population justement a un rôle à jouer? Bien sûr, les populations, et elles l'ont déjà joué. Les populations se plaindre, crier et trouver une pirogue pour traverser Non, au-delà de ça, c'est que nous avons fait preuve de retenue. Vous n'avez pas vu affrontement comme cela devrait se faire. On n'avait aucun problème entre nous. Il n'y a pas de raison qu'on s'affronte. Nous avons des dirigeants qui ont pris des positions. Si on n'avait pas fait preuve de retenue et de maturité, c'est qu'on pouvait s'aligner parce qu'à un moment donné, l'escalade verbale était très acerbe et puis on pouvait se laisser aller. On ne l'a pas fait. Et dans l'une de mes chroniques, j'ai dit que c'est ce peuple-là qui finalement va gagner parce que le peuple est resté, disons, loin de cette brouille-là des populations. Quelques-unes
de ces populations ont été manipulées, sont sortis, ont manifesté, mais on n'est pas resté dans l'attaque, on n'est pas allé violenter nos frères du Niger. Ceux du Niger ne sont pas venus trop nous violenter. Il y a eu quelques essais de division, mais nous avons résisté. Le peuple, les deux peuples sont restés très résilients par rapport à ces difficultés que nous avons connues, et c'est le plus important. Ça veut dire que les hommes passent, les institutions restent, et la nation également doit se préserver. Les peuples ont-ils un rôle à jouer à ce niveau? Les populations peuvent beaucoup jouer, et d'ailleurs elles l'ont déjà montré. Je vais vous donner un exemple très simple. Qu'ils vous souviennent que dès que la CEDEAO a émis justement l'idée de pouvoir attaquer le Niger pour restituer la démocratie, il s'est fait que la communauté Hausa du Niger est allée voir les responsables du Niger du Nigeria pour leur dire attention, il y a des Hausa chez vous au Nigeria, il y a des Hausa ici chez nous au Niger, nous sommes le même peuple, et ils ont constitué une délégation pour leur dire non, faites en sorte que la guerre ne divise pas les frères Hausa, que ce soit du Niger ou du Nigeria. Mais l'annonce de l'établi un instant. Vous savez, ce poids a été assez sensible dans la gestion de la crise. Vous allez remarquer que le Nigeria c'est le Nigeria qui a sorti premièrement cette décision. Mais qui en a le plus pâti? Quel est le pays qui en a le plus pâti? C'est le Bénin qui en a le plus pâti. Pourtant, ce n'est pas le président béninois qui a décidé d'aller attaquer le Nigeria. Non, c'est pas le Niger, pardon. C'est le président d'ailleurs. Ils l'ont fait ensemble. Ça peut vous faire comprendre que la diplomatie ne se joue pas seulement au sommet. La diplomatie se joue aussi à la base. Donc, ça a beaucoup contribué. Deuxième aspect où les populations peuvent encore agir, c'est que nous avons des communautés de transporteurs, que ce soit du Bénin ou du Niger. Si ces communautés s'entendent et décident d'accompagner le travail qui se fait, je pense que ça va aussi contribuer. Dans la mesure où ce sont ces populations qui subissent la voie, qui connaissent les problèmes qu'elles vivent, qui savent exactement ce qui peut être fait pour leur bonheur. Donc, elles peuvent faire des propositions aux différents dirigeants, que ce soit du Bénin ou du Niger, pour que nous ayons une ouverture sérieuse. Donc, quand je dis les populations peuvent contribuer, elles peuvent contribuer. Certes, la décision restera au sommet. Ils ont pris une décision collégiale, mais individuellement, ils ont ramassé les pots cassés. C'est ça. Je ne sais pas s'il y a... Je n'ai aucune statistique. Je suis vraiment dans l'arbitraire de mon imagination, mais je ne sais pas s'il y a un pays qui a souffert de cette crise plus que le Bénin. Je ne sais pas. Dans la sous-région. Je n'y crois pas du tout. Le pays qui doit peut-être le plus souffrir, c'est le Niger lui-même, qui à une époque était cousu par la CEDEAO côté frontière et n'avait d'ouverture qu'avec les pays du Liptaguma. Maintenant, dans ce même contexte, je ne sais pas si des voisins, il y a un voisin qui en a souffert. Oui, mais justement parce que les voisins ne sont pas frontaliers du Niger pour avoir les effets directement. Le Nigeria est frontalier, sinon plus que le Bénin, en fait. Mais en réalité, ils se sont découverts l'ingéniosité d'utiliser certains axes routiers nigériens et certains ports nigériens dès lors que Cotonou était fermé. Donc en fait, je reconnais que on n'a pas imaginé des escalades de ce niveau. Au nom de cela, on a toujours vécu, comme l'autre le dirait à sa conférence de presse ici, le port de Cotonou et le port du Niger. Donc à un moment donné... Le pétrole du Niger, le pétrole du Bénin. Bon, j'ai pas voulu aller là-bas, c'est vous qui m'y avez conduit, mais c'est vous qui l'avez dit en premier. Donc, finalement. Donc en fait... Il y a une réalité, la réalité selon laquelle je pense, et ça je le reprécise, que c'est selon moi que nous en avons le plus souffert. Au nom de cela, collégialement, il faut savoir comment se tenir de plus en plus. Vous voyez l'Union européenne, l'accord avec le Mercosur, vous avez suivi l'actualité comme moi. Les gens, vous savez, les gens sont ensemble, ils marchent ensemble. Celui qui est tête de wagon à l'Union européenne dit que dans son pays, ça n'arrange pas ses agriculteurs qui sont dans les rues, et il n'a pas fait. Donc, même quand on est dans l'Union européenne est plus intégrée, 10 fois plus intégrée. Bon, on marche entre le Luxembourg et la France, hein, mais pourtant, quand il s'est agi de l'intérêt
des Français, des agriculteurs français qui, eux, mettaient le feu à son Premier ministre qui, quelques jours, allait être démis. Attention, il a oublié d'abord l'intégration. On ne demande pas de bafouer les règles, on ne demande pas de ne pas faire le vivre ensemble, mais on parle d'intérêt national. Je pense que ça nous a manqué. Et ça, tant qu'on n'aura pas pointé ça, tant qu'on n'aura pas appris leçon de ça, les mêmes causes risquent de ramener les il faut vivre les expériences et en apprendre. D'elle. Donc, mais on la subira aussi. Vous savez que politiquement aussi, il y en a qui veulent que la situation perdure. Puisque vous me demandiez entre-temps qui a intérêt, à qui ça peut profiter, pas peut-être Lomé qui accueille des... Oui, mais même en interne, c'est vrai que le Bénin a développé une certaine stratégie qui lui a permis de résister jusqu'à aujourd'hui et de ne pas trop subir les effets de cette crise-là, même si ça agit sur l'économie du port. Mais vous savez, politiquement, si cette situation reste en l'état, ouvertement, on ne vous le dira pas, mais les politiques qui ont, pour mettre un peu en difficulté le pouvoir, le régime du président Talon et l'utiliser en temps opportun, je veux parler des élections qui arrivent, on peut souhaiter, en tant que politique, que la situation reste en l'état. Oui, politiquement. D'intérêt national, je crois que quand c'est mis en jeu, oui, c'est ce que je dis. Les acteurs savent se retenir et ne pas souhaiter le pire à son propre pays. C'est ce que je dis ouvertement. Tout le monde veut que ça ne se passe pas ainsi. Mais lorsque vous voyez quelqu'un à qui vous voulez arracher le pouvoir dans de telles difficultés, vous lui dites... Il faut souhaiter que la nation... vous le dites, parce qu'à un moment donné, on a écouté des discours du genre, c'est lui qui est allé chercher son problème, il faut que c'est lui, au lieu de proposer des solutions. Et puis dans la situation dans la sous-région, 13 millions de je sais que vous savez ce dont je parle. Dans la sous-région également, donc que ce soit le Niger ou le Togo, vous voyez le Togo qui en profite. Et donc pour le Togo aussi, si ça peut perdurer jusqu'en 2027, je ne sais quoi, ça va les arranger, ça va arranger le pouvoir de Lomé. Bref, c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'enjeux dans cette histoire. Et pour nous, c'est qu'on ouvre les frontières et que les relations se normalisent. C'est ce pourquoi nous devons nous... Franck a besoin d'un cadeau de Noël. Peut-être qu'on va lui permettre d'écrire son cadeau sur une feuille qu'on va mettre dans une enveloppe. Vous allez mettre ça sous l'oreiller et attendre que le Père Noël passe à minuit. Est-ce que vous savez que cette histoire, c'est dans les pays où il y a la neige? Ici, c'est l'harmattan. Il n'y a pas de... C'est une forme de neige. Pour nous qui ne connaissons pas la neige, ça c'est notre neige. C'est notre neige. Et puis, la neige tropicale. Arrangez-vous de vous en La neige tropicale. Mais rassurez-vous, tous ceux qui ont fait ça, c'était un peu plus frais. La température a baissé. Alors qu'hier nuit, ça faisait chaud. Donc... Voilà, notre neige est déjà là. Donc, faites vos enveloppes, rassurez-vous, rien n'arrivera. Franck espère vivement. Franck va faire son enveloppe, va mettre ça sous l'oreiller. Moi, je vais téléphoner au Père Noël. Vous direz en son temps que je suis prophète. Ah, le prophète Isaïe a parlé. Le prophète Isaïe, Franck a parlé. Selon la parole. Merci beaucoup, les gars. Merci d'être passé par ici ce matin. Très bonne reprise à vous, William. Bonne journée à chacun. Mesdames et messieurs, derrière moi, vous allez suivre le Bénin en 7 jours. Ce rappel des faits relayé par la rédaction de Canal 3 Bénin ces 7 derniers jours en termes d'actualité. Et c'est ça qui va clôturer justement ce matin. Je suis bien désolé, navré, de vous dire que vous n'aurez pas votre revue de presse tout à l'heure. Prenez soin de vous et restez fidèles au programme de Canal 3 Bénin. Bonne journée. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Le projet de loi de finances gestion 2025 voté à l'Assemblée nationale le jeudi 5 décembre 2024. Au terme des débats au cours de la plénière, il y a eu 81 voix pour, 28 contre et 0 abstention.
C'est un budget qui s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 3 551,005 milliards de francs CFA, en hausse de 11% par rapport à 2024. C'était en présence de plusieurs ministres du gouvernement, dont le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances en charge de la coopération, Romiad Ouadaï. Ce projet prend notamment en compte la préparation des élections générales de 2025, l'achèvement, la mise en service et le fonctionnement de plusieurs infrastructures socio-économiques. Les députés du Parti Les Démocrates ont voté contre et ont justifié leur acte par le fait que les préoccupations majeures du peuple n'ont pas été prises en compte. Au fur et à mesure que le temps passe, le peuple béninois est pris au piège de la cherté de la vie, pendant que le pouvoir de la rupture n'a rien d'autre à faire que de lui vendre l'illusion du développement qui se réduirait à quelques mètres de rue asphaltée. La maternité de l'hôpital de zone de Dassa-Glazoué est désormais opérationnelle. C'est l'une des réalisations phares du projet Équité Entendez, ensemble pour une qualité de soins inclusive et transparente mise en œuvre dans la colline par l'Agence belge de coopération. Elle a été construite sur financement de l'Agence française de développement grâce au partenariat avec Enabel. L'infrastructure sanitaire qui dispose de toutes les commodités requises pour permettre aux agents de travailler avec engagement et professionnalisme a été mise en service par le ministre de la Santé. D'un coût global estimé à 272 millions de francs CFA, la maternité moderne permettra une prise en charge de qualité des femmes et va contribuer à l'amélioration des conditions de travail du personnel de santé. À travers les divers appuis du projet Équité, notre pays a ressenti la solidarité et la proximité du gouvernement français. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté le roi Mohamed VI au Bénin était au cabinet du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Édouard Loko s'est entretenu avec Rachid Rigby au sujet de la consolidation des liens de coopération entre la HAC béninoise et la HACA marocaine. Le visiteur a profité de cette occasion pour présenter à Édouard Loko ses vœux de félicitations et de réussite pour sa nomination à ce poste. Selon lui, l'objectif est de continuer à fructifier davantage les relations entre les deux institutions dans leur rôle de régulation des médias. Donc c'est une visite de courtoisie et le président a été très très chaleureux avec l'équipe qui l'accompagnait. Les commerçants de vêtements tout cousus, de la petite enfance et de la lingerie sont désormais réunis au sein d'un même creuset. Il s'agit de l'association des vendeurs de prêt-à-porter, de lingerie et de layettes. À travers cette organisation, ils veulent se donner la main pour mieux défendre leurs intérêts et protéger leur commerce. L'association a été portée sur les fonds baptismaux à la faveur d'un congrès constitutif tenu le mardi 3 décembre 2024 à la Bourse du Travail à Cotonou. Nous ne sommes ni politiques, ni religieux. Ne pensez aussi pas que le bureau est une délégation de la SOGEMA, ni de la NAGEM. Les lauréats du projet RISE sont désormais connus. Leurs noms ont été dévoilés mercredi sur la place de l'Amazone à Cotonou. Il s'agit d'un programme gouvernemental dont le but est d'accélérer la croissance et renforcer la résilience des petites et moyennes entreprises innovantes et à fort potentiel. Détermination, créativité et ambition sont des valeurs qui caractérisent ces PME pour la croissance de l'écosystème entrepreneurial au Bénin. L'événement a été organisé par plusieurs structures dont le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère en charge des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi et l'Agence de développement des PME. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire.